Bien, bonsoir à tous. Nous allons essayer de respecter nos vieilles et bonnes habitudes de commencer à l'heure, d'autant que nous sommes également avec un parterre en éclaté mais en distanciel. Donc très heureux pour cette séance. Je suis très heureux de saluer un certain nombre de personnalités. Monsieur le préfet, monsieur l'ancien chef d'état-major de la marine, madame l'inspectrice générale d'histoire-géographie, mes chers confrères, consoeurs de l'Académie de marine. Et puis à tous les Corses qui sont les bienvenus, que je ne vois pas toujours. Écoutez, c'est l'occasion à tous les Corses de venir prendre à l'après le programme des Mardis de la mer qu'on peut suivre en distanciel donc jusqu'à cette terre de beauté dont va nous parler Michel. C'est vraiment un grand plaisir, d'une part parce que c'est la Corse, d'abord parce que depuis le 8 juin, Michel le sait, j'ai une belle fille corse qui n'est pas là ce soir, malheureusement, elle ne pouvait pas. Donc ça tombe très bien. Et aussi parce qu'il y aura une dimension historique, une dimension géopolitique. Michel est capable de tout faire et puis tu es très engagé dans l'histoire, très engagé dans l'actualité à travers ton dernier livre. Donc pour ceux qui sont intéressés, on fera une petite dédicace à l'issue de cette séance. Alors je suis très heureux parce que d'abord Michel a fait partie du groupe d'historiens maritimes de cette maison pendant un certain nombre d'années. Très heureux parce que j'ai calculé, je le connais depuis très longtemps, 43 ans. Donc au cas où Régis ne dirait pas toutes les choses qu'il faut, je peux éventuellement amender en faisant du hors-piste. Voilà, en tous les cas, très heureux d'évoquer la Corse comme île géopolitique. Et on voit bien à quel point on en parle de plus en plus. Voilà, comme d'habitude, donc, non pas Eudriblier, le président de l'Institut français de la mer, qui est victime du dysfonctionnement des TER, mais bon, je dirais, il n'y a pas de jaloux, la plupart des régions françaises sont victimes de ce problème, donc malheureusement, il ne pouvait pas être là ce soir, mais c'est Régis Menu, notre trésorier bien-aimé de la Société de l'Institut français de la mer, qui va donc présenter Michel Verger-Franceschi. Puis merci aux étudiants d'être là, qui te connaissent bien, puisque au premier semestre, la lecture obligatoire sur l'époque des grandes découvertes, c'était ton livre sur Henri le navigateur. Voilà. Professeur, vous commencez votre carrière dans l'enseignement en étant... Ça va? Non? Ah. En étant, pendant une dizaine d'années, professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire, professeur en ZEP au Havre, où vous emmenez vos élèves défavorisés visiter les grands lieux historiques de l'histoire, en demandant aux riches familles locales de financer ces voyages. On les appelle ces messieurs de la côte, au Havre. Puis, vous soutenez une seconde thèse de doctorat d'État ès-lettres sur les officiers généraux de la Marine royale. Vous dirigez le laboratoire d'histoire de la Marine du CNRS. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Chambéry, puis professeur à l'université de Tours. Vous êtes professeur émérite depuis 2019. Vous avez été président de la Société française d'histoire maritime. Vous avez dirigé l'édition du dictionnaire d'histoire maritime en 2022. J'avoue que ce livre est pour moi un fonds de bibliothèque où je pioche souvent et je le conseille à tous les étudiants. Vous écrivez, vous avez publié 80 livres, des centaines d'articles, votre secret. Je vous le conseille à tous, ce secret. Vous écrivez 10 pages par jour. Adolescent, vous avez entendu François Mauriac dire la discipline à laquelle il s'astreint et vous l'avez adoptée. Vous avez publié de nombreux ouvrages en rapport avec la mer, puis Henri le Navigateur jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas votre seul axe de recherche. Spécialiste de la marine du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous vous intéressez au côté léger de la cour de cette époque. Vous écrivez Ninon de l'Enclos, libertine du grand siècle, et une histoire érotique de Versailles, 1683-1789. Mais ce n'est pas sur ces sujets que nous vous avons demandé d'intervenir ce soir. Certains le regretteront peut-être, mais c'est ainsi. Vous venez nous parler de la terre de vos racines. Bien que né à Toulon, vous êtes corse par votre mère. Vous connaissez la généalogie de vos 126 ancêtres maternels. Vous avez connu votre arrière-grand-mère, laquelle avait connu son arrière-grand-mère, née sous Louis XV. Chapeau.
C'est sur la Corse, son identité, son histoire, ses héros, ses symboles que vous avez écrit avec le plus de passion. Alors, qui mieux que vous pour nous dire la lumière de son histoire, les enjeux géostratégiques que représente la Corse aujourd'hui? Merci d'être parmi nous ce soir. Vous avez la parole. Secrétaire général, je vous remercie infiniment de vos propos. Mon cher Christian, 43 ans d'amitié. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers étudiants de la nouvelle génération, j'ai connu vos prédécesseurs dans cette très belle maison pendant des années en faisant de l'histoire maritime ou de l'histoire plus générale. Et on va mettre aujourd'hui le focus sur l'île de Corse que vous voyez ici, qui a été mon premier livre sur la Corse. Tous les précédents, avant 1994, étaient consacrés à l'histoire de la marine, en effet, à la première école navale française, la première dans laquelle le roi a eu l'idée de vouloir faire apprendre la natation aux officiers. Ça a été l'école navale du Havre, créée par Louis XV. C'était ma thèse d'État, à laquelle Monsieur le secrétaire général, c'était ma thèse de 3e cycle, à laquelle Monsieur le secrétaire général faisait allusion. Et puis après, j'ai travaillé sur tous les officiers généraux de la marine, à partir de Louis XIII jusqu'à la guerre d'Amérique, et en faisant justement toutes les ramifications pour voir qui appartient à quel lignage, pourquoi tel officier normand arrive, tout simplement s'apparenter avec l'amiral de Tourville qui pouvait jouer la faveur à la cour. Mais ce que j'avais toujours aimé en travaillant sur la marine pendant mes 15 ou 20 premières années de recherche, c'est que c'est un corps qui intègre la méritocratie très tôt. C'est un corps sans vénalité. La vénalité, elle existe dans la cavalerie, elle existe dans l'infanterie. Dans la marine, on réussit au mérite. Et donc ça, j'avais trouvé ça très intéressant quand j'avais 20 ans. Et j'avais fait donc mon mémoire de maîtrise en 1973 là-dessus. Et le mérite, c'est aussi une notion que l'on retrouve en Corse. Et c'est peut-être pour ça que je me suis intéressé, parce que ma mère était corse, parce que je suis du Cap Corse, c'est-à-dire la toute petite pointe que vous avez, non pas en haut de Bastia, comme le croient beaucoup de gens. On a l'impression que le Cap Corse commence à Bastia jusqu'à la pointe nord, alors que le Cap Corse, c'est la moitié de cette pointe. C'est l'ancienne seigneurie de San Colombano, c'est-à-dire uniquement les villages de l'extrême nord. Et vous avez une deuxième seigneurie. Alors la première seigneurie s'appelle, là aussi, c'est un nom prédestiné en ce qui concerne mes recherches. Ah, je ne fais que des bêtises, voilà. Non, c'est pas ça. La deuxième seigneurie, c'est la seigneurie de la famille Gentile, c'est-à-dire la moitié de ce prétendu Cap Corse qui, elle, descend jusqu'à Bastia. Et puis après, vous avez ce que l'on appelle la terre de la commune. Alors ça, aujourd'hui, c'est une très mauvaise expression parce qu'on dit la terre du commun, comme si tous les Corses avaient vécu dans une espèce de marxisme et où tout aurait été en commun. Non, c'est parce que nous tronquons bêtement ou volontairement l'expression de l'époque qui était la terra di Comune di Genova, de Gênes. C'était la terre qui était administrée par la République de Gênes. Et la Corse est séparée à peu près en deux, par le milieu, par des montagnes. Vous avez ce que l'on voit à partir de Gênes, c'est-à-dire l'en-deçà des monts, et puis après vous avez les montagnes, le Monte Cinto, bon, qui est particulièrement élevé, et vous avez donc ce qui est après, c'est-à-dire l'au-delà des monts, c'est-à-dire la Corse du Sud. Alors la première chose à faire, c'est un petit peu comme le disait Jean-Baptiste Durosel quand il parlait de la Grande-Bretagne, c'est enfoncer une porte ouverte, évidemment. La Corse est une île. Alors ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, tout le monde l'oublie un petit peu trop. Et aujourd'hui, moi j'ai fait un cours pendant un certain temps à Sciences Po là-dessus, que j'avais intitulé « La Corse, orpheline de sa mère », M-E-R. Orpheline de sa mère, pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un homme politique, quel que soit le président de la République, quel que soit le parti politique, vous partez de Paris et vous vous posez à l'aéroport de Bastia, à Porrette, ou à l'aéroport d'Ajaccio, ou vous vous posez à l'aéroport de Marseille. Vous faites à peu près le même voyage. Et nos hommes politiques ont oublié ce qu'était la mer, parce que, au lieu de mettre 1 heure et quart pour arriver à Marseille, ils vont mettre 1 heure, presque 2 heures pour arriver à Bastia ou à Ajaccio. Donc on a oublié la notion d'île. Quand vous étiez Sadi Carnot, en 1890, président de la République, que vous arriviez couvert de suie par les locomotives jusqu'à Marseille, puis que vous preniez un bateau pour aller de Marseille jusqu'à Bastia ou à Ajaccio, et que vous aviez eu le mal de mer parce qu'il n'y avait pas encore les stabilisateurs qui existent depuis 1969 sur le premier car ferry qui était le Corse, eh bien là, on avait conscience qu'on arrivait ailleurs. Et donc, la Corse est une île, et le fait que ce soit une île explique pas forcément l'identité sur laquelle aujourd'hui on insiste peut-être beaucoup. Tout le monde a une identité, les Bretons, les Auvergnats, les Alsaciens. J'ai fait un livre aussi sur l'identité corse, et alors j'ai d'ailleurs des étudiants corses qui m'ont dit le titre est trompeur parce que vous démontrez que tout le monde a une identité. Et ce n'est pas parce qu'on a une identité qu'on doit être séparatiste. Ça, c'est une notion que je défends beaucoup dans ce dernier livre, justement. C'est quelque chose d'important à mes yeux. Et donc la Corse, c'est surtout un enjeu. C'est un enjeu comme toutes les îles. Je crois qu'il y a monsieur l'ancien préfet de la Guadeloupe qui est ici. Une île, pendant des siècles, ça représente une escale indispensable. En Méditerranée, quand on est sur une galère, les galères, vous ramez essentiellement l'été. Donc vous avez chaud, donc vous transpirez. Donc un galérien consomme à peu près 10 litres d'eau par jour en juillet-août. Mais l'hiver, les galères elles ne fonctionnent pas. Et lorsqu'il y aura, à partir du XVIe siècle, des vaisseaux qui sont les vaisseaux que les officiers des galères, par dérision, appelaient les vaisseaux ronds, parce qu'ils étaient moins longs, évidemment, que les galères, ils n'avaient pas le même rapport largeur-longueur par rapport aux galères, un matelot consomme moins d'eau qu'un galérien. 3 litres d'eau par jour, 1 litre pour la soupe et puis 2 litres pour la consommation. Bon. Et par conséquent, une île, c'est d'abord une aiguillade, c'est un point d'eau. C'est un point d'eau et tous les marins à travers les siècles, le bateau est un des instruments, et notamment la galère, est un des instruments qui a eu la plus longue histoire. Vous avez des téléphones portables, vous avez des ordinateurs. Moi, j'en avais pas quand j'avais l'âge des étudiants qui sont dans cet amphi. Ce sont des instruments nouveaux. La galère, les Phéniciens, les Romains, les Carthaginois, les Étrusques, tout le monde avait des galères. Ça a duré en France jusqu'à la réunion du corps des galères avec celui des vaisseaux par une ordonnance royale du 20 septembre 1748 sous Louis XV. La galère, elle a duré 2000 ans. Le téléphone portable, on ne sait pas du tout combien il durera. Et donc, les marins, pendant des siècles et des siècles, ont eu besoin d'eau et ce qu'ils appelaient les chairs. Les chairs, c'est le gibier. Vous pensez Corse, vous pensez les cochons noirs, le lonzo, le ficatelle, la charcuterie, les fromages corses, les brebis, les chèvres. Et par conséquent, une île, c'est un garde-manger au milieu de la mer. Et tous les marins ont besoin de ce garde-manger. Et donc la Corse est un enjeu parce qu'elle est remarquablement placée en Méditerranée. Si vous remontez dans le temps, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un enjeu entre les 2 grandes puissances maritimes ou navales. Naval, c'est plutôt pour la guerre. Maritime, on inclut le commerce. Les 2 grandes puissances, c'était les Romains et les Carthaginois. On avait, lorsqu'on faisait du latin en 6e, ce qui était une excellente chose pour l'orthographe, Carthago delenda est, Carthage doit être détruite, la fameuse phrase de Caton. Eh bien, les Carthaginois voulaient la Corse et les Romains voulaient la Corse. Et Jules César est resté 27 jours en Corse. 27 jours aux grandes dames de Cicéron. Cicéron dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 27 jours? Eh bien, il le dit, il dit, il y a ici des arbres qui permettraient de faire des mâts
pour 50 galères. Si une de nos flottes rencontre un Libetsch, un vent particulièrement fort, on peut reconstruire nos voilures. Et donc, c'est un intérêt maritime. Les chairs, l'eau, les aiguillades, la Corse regorge de bonnes sources, et c'est aussi les bois. Et les bois vont faire fantasmer Jules César, ils feront fantasmer le duc de Choiseul sous Louis XV, ils feront fantasmer le ministère de la Marine et des Colonies sous Napoléon III. La volonté d'avoir du bois est primordiale lorsqu'on veut la Corse. Ce que l'on oublie, c'est que le pain Larizio n'est pas très solide. Ce que l'on oublie, c'est que les gros navires, ils sont faits avec des coques en chêne. Il n'y a que les mâts qui sont faits en résineux. Et la France disposait donc de mâts qui étaient les mâts des Pyrénées, mais c'était des mâts assez cassants. Et donc la Corse, quand on a, du temps de Napoléon III, coupé des arbres aussi bien dans la forêt de Vitsavone que dans la forêt d'Ayton, les mâts, ils sont restés sur place. Et donc, les voyageurs étrangers, je pense à l'Écossaise Miss Campbell en particulier, qui voyaient ce désastre, disaient c'est évident que les mâts ils restent sur place. Comment les descendre depuis les pentes du Monte Cinto ou d'un autre sommet corse? Comment les descendre jusqu'à la mer? On a essayé parfois sur 3 charrettes. Le flottage, ça n'était pas possible non plus. Donc, le bois est un faux atout. Par contre, le cochon sauvage, le sanglier, le vin et l'eau, ça, ce sont des atouts réels. Donc, Carthaginois et Romains se sont battus. Et alors, on vous dit, surtout les serviettes de plage l'été, ou surtout les t-shirts que l'on vend dans les rues d'Ajaccio ou de Bastia, la Corse, toujours soumise, jamais conquise. Alors, c'est joli parce que ça rime. Ça rime, mais c'est faux. C'est faux parce que, par exemple, si vous prenez les Phocéens au départ, ce n'est pas des conquérants, c'était des migrants, c'était des fuyards. Les Phocéens, ils sont arrivés à Marseille en 600 avant Jésus-Christ, ils sont arrivés à Aléria, qui est devenue Alélia, donc en 545 avant Jésus-Christ. Eh bien, ils étaient persécutés par les Perses, ils sont arrivés avec leurs morceaux de temple sur leurs pentacontores. Les pentacontores sont des espèces d'énormes galères à rames. Ils ont démonté les temples de chez eux, ils ont amené leurs dieux, ils ont amené leurs statues, ils ont amené leurs coutumes, mais ce n'étaient pas des conquérants. Et les Romains, est-ce que c'était des conquérants? Alors faites très attention, si vous lisez Tite-Live ou si vous lisez Tacite, ça, je l'ai expliqué dans mon premier livre qui n'est pas là, qui est l'histoire de Corse, qui est le volume que vous voyez projeté sur l'écran, qui m'avait valu une préface d'Emmanuel Leroy-Ladurie en 1994, d'où le sous-titre qui peut choquer aujourd'hui, je m'en excuse auprès de messieurs les préfets qui peuvent être là, « Le pays de la grandeur » est un titre que j'ai pu choisir en 1994, mais il est évident que je n'aurais pas pu le choisir après la tragédie du préfet Erignac en 1998. Mais en 1994, c'était un adjectif qui pouvait convenir parce qu'on avait beaucoup de soucis réels à intégrer en Corse, à régler, il y avait eu les bouts rouges, etc. Mais je le dis justement pour le corps préfectoral qui est représenté ici, le pays de la grandeur, c'est un titre qui, après 98, lorsque j'ai parlé de bandits d'horreur et non plus de bandits d'honneur sur différentes chaînes de télévision ou de radio, c'est une deuxième réalité. Bon, alors ceci étant dit, la Corse toujours soumise, jamais conquise, les Phocéens n'ont pas cherché à la soumettre, et les Romains, ce n'est pas une conquête qui dure 1000 ans, c'est une civilisation qui s'est installée dans l'île, et il faut se méfier de Tacite et de Tite-Live, parce que quand vous les lisez, ils vous disent « nos légions sont arrivées », ce sont des fake news. Aujourd'hui, on vous dit la même chose pour l'Union soviétique, on vous dit la même chose pour l'Ukraine, on disait la même chose en 14-18. Quand on parle de guerre, on présente toujours son pays comme en train d'avancer, comme l'ennemi toujours en train de reculer. C'est une constante dans tous les médias de l'époque.
Et donc, Tacite et Tite-Live vous disent, eh ben, on a détruit 8000 Corses, 2000 Corses ont été tués par nos légions, puis encore 2000 l'année suivante. Et j'ai fait, donc, dans le livre qui est là, l'addition. Et donc, on arrive à un nombre de morts chez les hommes considérable, alors que Diodore de Sicile vous dit, à l'époque de Jules César, enfin, dans l'Antiquité, vous avez 50 000 habitants en Corse, contre 333 000 aujourd'hui. Et par conséquent, si les chiffres étaient vrais, eh bien, ça ne s'appelait pas, quand je le dis à des gens qui se prétendent Corse de souche, moi, je n'ai pas l'impression que je descends de la dame de Bonifacio qui vivait il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'on descend tous des Romains à ce moment-là. Parce que si vous ajoutez 20 000 hommes corses tués sur 50 000 habitants, comme une population de 50 000 personnes, ça vous comprend 25 000 adultes, 25 000 enfants. Sur les 25 000 adultes, vous avez 12 500 hommes, 12 500 femmes. Si vous avez déjà 20 000 hommes de tués, il y en a déjà trop par rapport à la population masculine du moment. Donc ces chiffres sont des fake news, si vous voulez, d'époque romaine. Alors la Corse, vous la voyez évidemment, toute petite en apparence, et on me pose souvent des questions sur les comparaisons avec la Sardaigne. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce que la Corse, Braudel le disait bien, c'est un phénomène, jusqu'à aujourd'hui, son appartenance à la France, c'est un phénomène de proximité. Les Baléares appartiennent à l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne appartiennent à la péninsule italienne, la Crète appartenait à Venise. C'est un phénomène de proximité. Et lorsque les marines vont se développer à partir du XVIe siècle, la Corse, c'est le bouclier du premier port de guerre français, Toulon, et c'est le bouclier du premier port de commerce français, Marseille. La Sardaigne, non. La Sardaigne, elle est trop loin. Et par conséquent, la Corse, elle a un ensemble de spécificités qui sont toujours valables aujourd'hui et qui vous expliquent qu'elle soit devenue un enjeu entre toute grande puissance maritime, quelle que soit l'époque. Rome et Carthage pour l'Antiquité, Pise et Gênes pour le Moyen-Âge. Il est évident que Gênes a besoin de la Corse, comme la France aujourd'hui d'ailleurs, comme protection, parce qu'une île, ça protège. Regardez où a commencé la guerre en Ukraine, dans l'île des Serpents. Ça a été la première chose. Regardez le rôle de Cuba. Regardez toutes les histoires de pays. Une île, aujourd'hui, je suis toujours très choqué lorsque certaines personnes disent « ils veulent leur indépendance », d'ailleurs, ce n'est pas la majorité, on n'a qu'à la leur donner. Ce sont des propos inconscients. Inconscients parce que l'île, on l'a vu d'ailleurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la libération, la Corse a été le premier morceau de la France libérée. Cette expression de morceau, aujourd'hui, ne passe plus. Je le dis ici parce qu'on est à l'ICP, mais je le dis aussi en Corse, mais je suis le seul à le dire. Aujourd'hui, on ne veut plus dire le mot de morceau. Alors, comme il y a beaucoup de jeunes filles et de dames dans la salle, je le comprends très bien, puisqu'autrefois, on disait que la femme était une côte d'Adam. C'était donc un morceau de l'homme. Donc ça n'est plus tolérable, évidemment. Madame l'inspectrice générale sera de mon avis. Je vous vois acquiescer, je vous en remercie. Il est évident qu'on ne peut pas être un morceau. Et donc, le mot de morceau a été remplacé notamment par Jean-Guy Talamoni, qui est un ami personnel que je connais très bien, mais qui dit le premier territoire. Et donc, c'est devenu tellement gênant que dans le discours du président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, quand il était allé en Corse, il a repris l'expression de Talamone et non pas du général de Gaulle. Il a dit, c'est le premier territoire. Non, si on cite de Gaulle avec des guillemets, on doit mettre morceau, qui est l'expression réelle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la libération. Et donc, la Corse a ses spécificités et elle est comprise dans un ensemble qui est méditerranéen, ça c'est vrai, et qui a vécu les vicissitudes de la Méditerranée. Et Pise et Gênes, au Moyen-Âge, ont remplacé Rome et Carthage, au point que
les Pisans ou les Génois, il y avait 5 évêchés en Corse. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul, avec d'ailleurs un cardinal évêque d'Ajaccio, qui est un cardinal à Poigne et qui fait revivre la foi catholique en Corse avec passion en allant dans tous les petits villages. Bon. Et donc, Pise et Gênes ont dit, il y en a un des deux qui a forcément 3 évêchés et l'autre n'en a que 2. Et donc la papauté a créé un 6e évêché pour que Pise et Gênes soient à égalité et qu'il y ait 3 évêques en Corse qui dépendent de l'archevêque de Gênes et 3 évêques qui dépendent de l'archevêque de Pise. Alors, cette Corse, si on passe les siècles, pour l'histoire de Pise et de Gênes a duré très longtemps, et si on arrive au XVIe siècle, la Corse est un enjeu entre les 2 grandes puissances, mais une est beaucoup plus grande que l'autre. Alors c'est vrai qu'on est en France, François Ier est très beau, vous l'avez ici, c'est un grand roi par ce qu'il a fait, c'est un grand roi par la taille, 1,97 m. Vous le voyez quand vous entrez au musée de l'armée, vous voyez son armure sur son cheval, c'est un géant. C'est un géant physique par rapport à son rival, ennemi et beau-frère Charles Quint, que vous avez ici, qui est un géant politique. La France de François Ier, ça n'est pas un très grand royaume, sauf par le poids démographique, 16 millions d'habitants. Mais lui, Charles Quint, c'est un géant par la puissance, parce qu'il est né à Gand en 1500, en 1504, mort de sa grand-mère, Isabelle de Castille, il hérite de la Castille. Et sa grand-mère était allée par le biais de Christophe Colomb, qui était génois et non pas né à Calvi, comme on le prétend, y compris sur certains monuments historiques de Calvi, où on voit « ici est né Christophe Colomb », sous prétexte qu'il y a une maison Colombo, ce qui est vrai, qui a été construite par le petit-fils de la petite-fille de Christophe Colomb, qui effectivement est venu se marier à Calvi en 1580. Bon, mais ça n'est pas la maison natale de Christophe, qui était mort déjà depuis 1506. Donc, il n'y a pas de lien entre Christophe et la maison Colomb. Ce sont les descendants de Colomb qui ont construit cette maison, ça c'est vrai. Et donc, Charles de Habsbourg, famille des empereurs d'Autriche, non héréditaire, hérite non seulement de la Castille, mais de ce que sa grand-mère a fait découvrir par Christophe Colomb, c'est-à-dire Hispaniola, les Antilles. Et en 1516, il hérite de son grand-père Ferdinand d'Aragon, l'Aragon. C'est-à-dire qu'il n'est pas roi de Castille et d'Aragon, il n'est pas roi des Espagnes, qui sont toujours au pluriel jusqu'au XVIe siècle, il est le premier roi d'Espagne au singulier. C'est la première fois que l'Espagne est unie. Et en plus, son grand-père et sa grand-mère ont armé leurs troupes respectives pour s'emparer du royaume maure de Grenade en 1492, et donc il est aussi roi de l'ancien royaume de Grenade. Et en même temps, 1519, mort de son autre grand-père Maximilien d'Autriche, il devient l'empereur. Et là, vous pardonnerez un peu la trivialité de mon propos, mais vous avez dit que j'avais enseigné 10 ans en ZEP, monsieur le secrétaire général, et vous avez eu raison. La géostratégie vous impose, même si vous êtes de brillants étudiants de l'ICP, à réfléchir en termes de sandwich. La France, c'est le jambon. François Ier, c'est le jambon. Et Charles Quint, c'est les 2 tranches de pain, Vienne et Madrid. Et il enserre cette France où le Roussillon n'est pas français, l'Alsace n'est pas française, la Lorraine n'est pas française, la Corse n'est pas française, l'Île n'est pas français jusqu'à Louis XIV, Calais n'est pas français jusqu'en 1558, jusqu'à Henri II. Et donc la France, il faut qu'elle aille jusqu'à ce qui deviendront ses frontières naturelles, c'est-à-dire le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, et pour pouvoir s'agrandir jusqu'aux frontières naturelles, il faut tendre la main à un allié qui n'est pourtant pas un allié naturel, c'est Soliman le Magnifique. Parce qu'à ce moment-là, qui devient le jambon? Charles Quint, parce qu'il se trouve entre le sultan et François Ier.
Et donc, il faut toujours penser la géostratégie en termes de qui est pris en sandwich. Et donc, vous avez là François Ier qui est en train de faire visiter les anciens lieux de François Villon, là, dans le 19e aujourd'hui, les anciens charniers, et vous avez son beau-frère Charles Quint à côté. C'est son beau-frère, puisque François Ier a épousé Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, et la papauté ne comprend pas que le roi catholique et que le roi très chrétien ne s'entendent pas. Le pape est indigné par la mésentente entre ces deux personnes et préfère, bien entendu, Charles Quint, que vous voyez ici, assis dans sa galère, car lui, il lutte contre les musulmans. Mais il est tentant pour Charles Quint de s'arrêter en Corse, parce que la Corse est sous l'autorité d'Andrea Doria, que vous voyez assis à côté de Charles Quint sur cette galère qui est en train de partir pour la conquête d'Alger en 1541. C'est un échec d'ailleurs total pour Charles Quint, mais en 1541, Charles Quint va faire escale à Bonifacio, parce que Bonifacio est l'un des présides génois avec le premier. Le premier, c'est une forteresse. Alors si vous dites Bastia, vous ne vous apercevez pas que c'est une forteresse. Mais si vous le dites en Corse, Bastia, c'est la Bastille du 14 juillet. C'est la forteresse du 14 juillet 1789. À Bastia, on vous dit dans le Cap Corse, on vous dit je vais aller in Bastia. Donc là, vous entendez le terme de Bastille. Et donc Charles Quint a pris sous sa coupe l'amiral de François Ier, Andrea Doria, qui est un personnage que je n'aime pas beaucoup parce que c'est vraiment l'incarnation du traître dans toute sa splendeur. En 1528, il est amiral de François Ier. Il se bat avec les galères de François Ier contre celles de Charles Quint. Et il fait ce que l'on appelle la volte-face d'Andrea Doria. Il passe en plein combat dans le camp de Charles Quint. Et à partir de ce moment-là, il met ses propres galères, sa flotte personnelle, celle des Doria, 15 galères, plus la flotte de Gênes, aux ordres de Charles Quint. Et donc Andrea Doria va commander les galères du Habsbourg, après avoir rendu son collier de Saint-Michel, qui était la décoration que lui avait donnée François Ier. Et une fois qu'il a rendu la décoration du roi de France, il espère qu'il les quitte et qu'il peut passer au service de son ennemi. Et par conséquent, vous voyez ici ce célèbre voyage. Voici l'amiral Andrea Doria, qui, je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est un personnage fabuleux. C'est un personnage fabuleux qui, à 87 ans, continuait à conduire les galères sur les côtes de Corse. Andrea Doria, qui est quand même né en 1464, qui devient le chef de Gênes en 1528, il a déjà 62 ans, et qui va mourir en 1560, donc à 94 ans, en ayant maté tous ses adversaires, notamment les Fieschi, dans des conditions d'atrocité. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des atrocités. Soyez le bienvenu, monsieur l'ambassadeur. Et des phénomènes d'atrocité absolument terribles, puisque Andrea Doria faisait enfermer ses ennemis dans des sacs en pois dans la rade de Gênes et faisait mettre le feu à la poix, et ils étaient donc morts brûlés vifs ou noyés à Gênes, et lui et son petit-neveu, qui lui a ensuite succédé, qui est Gio Andrea Doria, regardaient ce spectacle abominable. Vous voyez toujours ces galères qui sont en train d'aller soit vers Tunis, soit vers Oran, soit qui préside espagnol, soit vers Alger, qui est un échec espagnol. Et vous voyez donc ces différentes flottes qui vont mater les musulmans. Elles vont mater les musulmans, mais quelle va être l'attitude de la papauté? La papauté, elle est indignée. Elle est indignée parce que voici ce que fait François Ier en 1543. Je vous l'ai dit à l'instant, il est allé chercher l'appui de Soliman le Magnifique. Il est allé chercher l'appui du descendant du prophète, le descendant de Mahomet, et il bombarde ce port que vous voyez là, qui est le port de Nice. Il le bombarde un 15 août, le jour de la Sainte Marie. Imaginez le pape et le Vatican
avec un roi très chrétien qui fait bombarder une ville chrétienne, Nice, avec ses propres galères, jointes à celles de Soliman le Magnifique. Et vous avez, quand vous allez à Nice aujourd'hui, dans les murailles du château de Nice, vous avez un boulet, et ce boulet est un boulet ottoman, enfin un boulet turc de l'époque, qui est resté enfoncé dans la muraille du château de Nice. Et alors ça, c'est la plus vieille miniature que l'on ait, et qui vous explique l'intérêt de la France, à partir de François Ier, pour la Corse. Ça, ce sont des galères à Toulon. Si vous êtes complètement ignorant d'un sujet, vous dites quand même, ces musulmans, ils sont venus attaquer Toulon, et cette très belle miniature, je l'ai photographiée au musée de Topkapı, donc à Istanbul. C'est la première reproduction de Toulon que nous avons. Vous voyez une petite ville, 4500 habitants, un mur qui est un mur forteresse, il n'y a aucune porte sauf celle qui est représentée en noir avec une espèce de jetée en bois qui s'avance dans l'eau, qui est la porte d'Elmar, qui est dans une tour dont le sommet est plat pour l'instant, alors que vous allez voir dans une autre miniature, le sommet ne sera plus plat. Et vous avez là une flotte ottomane énorme. Vous avez à peu près 120 000 personnes, entre les rameurs, entre les officiers. Et ils sont là en tant qu'amis. Ils ne sont pas là pour bombarder un port chrétien, ils sont là parce que François Ier, imaginez au journal de 20h aujourd'hui, si le président de la République disait ce soir à 20h, tous les Toulonnais vont quitter la ville, nous allons accueillir 120 000 musulmans. Surtout à Toulon. Et donc, c'est ce que fait François Ier. François Ier dit, les 4500 habitants, vous sortez, sauf 10 chefs de famille. Et donc, bon, j'ai étudié beaucoup ce sujet, ils sont tous partis à La Valette, à Olioul, à La Garde, c'est-à-dire dans des villages qui sont à 5 km de Toulon, et il y a 10 chefs de famille qui sont restés. Et donc, de septembre 1543, juste après le bombardement de Nice, le 15 août, jusqu'à mars 1544, vous avez 120 000 Turcs qui habitent dans Toulon, qui ont construit ce qu'on appelle le repère du chef, ce qui était le chef de la flotte, le Kapoudan Pacha, et qui se sont d'ailleurs bien comportés, si ce n'est, et ça a eu une incidence énorme sur le choix de la Corse, ensuite par François Ier et par Henri II, si ce n'est que les Turcs ont eu froid à Toulon en 1544. Et ils ont donc coupé tous les oliviers. Et Toulon vivait, comme toutes les villes de la Méditerranée, les trois plantes du christianisme, le blé pour l'hostie, le vin pour la messe, et puis le mont des oliviers pour la crucifixion du Christ, ils vivaient des oliviers. Du blé, il n'y en a pas tellement, on mangeait surtout du blé qui venait d'Égypte, et le vin, il y a un vignoble de petites piquettes, mais enfin au XVIe siècle, c'était de la petite piquette un peu partout. Et donc les oliviers, ça met très longtemps à reproduire. Et donc les Turcs ayant coupé les oliviers, les Toulonnais, quand les Turcs sont partis, ont écrit à François Ier en 1544 en disant « Vous les avez reçus chez nous, il n'y a pas eu de viol, il n'y a eu aucun comportement délictueux dans la ville, mais maintenant il faut attendre peut-être 15 ou 20 ans pour que des oliviers reproduisent des olives. » Donc nous demandons une exemption fiscale. Et François Ier, qui était un homme très intelligent, beaucoup plus que son fils Henri II, a dit d'accord, je vous donne cette exemption. Mais à l'époque, les transmissions sont lentes. Et François Ier n'a pas totalement fini le dossier, si je puis dire. Ça n'a pas beaucoup changé dans l'administration, me direz-vous. Mais il est mort en 1547. Et donc Henri II est arrivé, et Henri II a dit mon père avait peut-être dit ça, mais pas d'accord, vous payerez des impôts, vous ne serez pas exempté de taille, et vous payerez des impôts comme avant, comme tout le monde. Et donc il y a eu une espèce d'émeute à Toulon, où les consuls de Toulon sont allés se plaindre au Parlement d'Aix. Ça a très mal fini.
puisque les parlementaires les ont jetés dans un tas de fumier en dessous du Parlement. Heureusement, il y avait le tas de fumier, ils ne sont pas morts. Et à ce moment-là, Catherine de Médicis, qui est la femme d'Henri II, et qui est une femme qui a un sens géostratégique, a cette phrase fantastique: « La Corse est le merveilleux cavalier qui chevauche la Méditerranée. » Si on est assis sur le Monte Cinto, on a un pied dans un étrier, Barcelone, on a un pied dans un étrier, Gênes. Et elle dit, celui qui possède la Corse, qui domine la Corse, il domine la Méditerranée. Et donc, cette idée, elle la transmet à son mari, Henri II, elle la transmet à l'amiral de France protestant, et quand je dis amiral de France, je le dis pour les étudiants, pas pour monsieur le chef d'état-major, l'amiral de France, ce n'est pas le ministre de la Marine qui a longtemps existé en France, ou le chef d'état-major aujourd'hui, c'était l'amiral de l'île de France, c'est-à-dire amiral qui avait autorité sur les côtes qui dépendaient du Parlement de Paris, c'est-à-dire les côtes de Normandie, en fait c'est l'amiral de Normandie, et les côtes de Picardie, représentées par un vice-amiral de France, un à Rouen et l'autre à Beauvais. Et donc l'amiral de France, il faut le savoir, ce n'est pas le territoire national au sens contemporain. Il y avait un amiral de Bretagne, tout à fait indépendant, un amiral de Provence en conflit avec le général des Galères, un amiral d'Aquitaine. Il y a d'autres amiraux qui sont parfois plus puissants que l'amiral de France. Et donc, la Corse étant ce merveilleux cavalier qui chevauche la Méditerranée, eh bien, Henri II se dit, on va aller prendre avec sa flotte des galères. Et vous avez évidemment Charles Quint qui dit au pape, mais c'est un scandale, il y va avec les Turcs. Et il a trouvé, François Ier, un officier qui est à l'origine d'une grande dynastie, qui est d'ailleurs présente dans la salle ce soir, qui est la dynastie des maréchaux d'Ornano. La Corse a donné 3 maréchaux d'Ornano. Il n'y a que 3 familles en France qui ont donné 3 maréchaux. Les Ornano, les Breuil, qui arrivaient du Piémont, c'était la famille Broglia qui a donné les princes de Breuil et 3 maréchaux de Breuil, et puis la famille des vice-amiraux et maréchaux d'Estrée, qui sortaient de Picardie, qui était le neveu, le petit-neveu et l'arrière-petit-neveu de Gabriel d'Estrée. Tous les 3 ont été maréchaux de France. Et donc vous avez Charles Quint qui là est en train de dire au pape, mais mon beau-frère est l'allié du Turc au lieu d'être allié avec moi, d'où l'inimitié pendant longtemps, d'où le côté gallican de la France, qui n'est pas du tout dans une politique ultramontaine, d'où ce côté gallican de la France. Et vous avez donc Soliman qui reçoit Sampiero, qui est l'ancêtre des Ornano, c'est le père du maréchal Alphonse d'Ornano et c'est le grand-père du deuxième maréchal qui est Jean-Baptiste d'Ornano. Le troisième donnera à Paris le nom actuel de boulevard Maréchal d'Ornano quand vous allez au Puce le dimanche matin, si vous allez trouver des livres anciens. Et donc, il dit, mais enfin, la France est l'allié du Turc. Et vous voyez ici le port de Toulon, qui est donc en 1570, ce tableau a été malheureusement volé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une reproduction, mais c'est surtout pour les étudiants. Regardez le sommet de la tour de la porte d'Elmar, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus plat, il est incliné. Et pourquoi il est incliné? Parce que l'artillerie est apparue. Et si l'artillerie est apparue, il faut protéger les poudres de la pluie. Et par conséquent, il faut créer une espèce de petit hangar couvert de tuiles romaines, ces tuiles du Midi, pour protéger les 4 canons qui se trouvent sur la tour. Et donc, Toulon va commencer à inquiéter la Royal Navy. La Royal Navy est créée par Henri VIII en 1547. Et tout au long de l'histoire jusqu'à la Révolution, les Anglais vous diront régulièrement dans leur correspondance, le jour où nous avons la propriété d'Ajaccio, nous n'avons plus besoin de prendre Toulon. L'enjeu, il est là. La Corse, après avoir été cet enjeu entre l'Espagne et la France, l'Espagne décline. Vous avez ici Philippe II, donc Philippe II, le siècle d'or. Il est mort l'année où est né Velázquez, en 1598. Peut-être le siècle d'or, oui,
mais en tant qu'historien maritimiste, on ne peut pas oublier le désastre de l'Invincible Armada. Et donc 1588, c'est un tournant dans l'histoire. Et ce premier tournant, c'est effectivement une flotte espagnole qui est battue dans la Manche par les canons d'Élisabeth Ier, qui a osé faire couper la tête, elle, reine Tudor, à une reine catholique qui est Marie Stuart. Et donc, Philippe II, qui était veuf de Marie Tudor depuis 1558, et ne pouvait pas ne pas vouloir combattre Élisabeth II. Et donc, il a envoyé sa flotte. Les Anglais ont été très futés dans la Manche. Ils ont éteint tous les feux, ils ont éteint toutes les balises. Et donc, la flotte espagnole s'est fracassée sur les rochers. Et certains navires ont été obligés d'aller jusqu'à Londres et de remonter jusqu'en Écosse, les Hébrides et les Orcades, j'y étais il y a quelques semaines, et de redescendre de l'autre côté pour regagner l'Espagne. Et donc, c'est le premier tournant du déclin espagnol. Et le deuxième tournant, premier 1588, défaite navale, le deuxième 1643, défaite de Rocroi, le 14 mai 1643, les Espagnols sont battus à Rocroi. Et commence alors la dernière partie de cet exposé, l'enjeu de la Corse. Ça devient un enjeu entre la France et la Grande-Bretagne. Et si vous regardez la deuxième carte que l'on a montrée, la Méditerranée, c'est une mer fermée. À droite, à l'est, vous avez les Dardanelles, à gauche, vous avez Gibraltar. Et les Anglais ont pris Gibraltar le 4 août 1704 et ils ont donc verrouillé la Méditerranée. Il suffit de regarder dans l'histoire comment les choses ont évolué. Toulon, premier port de guerre français en 1704. En 1789, premier port de guerre français, Brest. Ouverture atlantique. 1704, le premier port de commerce français, Marseille. En 1704, Marseille, grande place du Levant. 1789, Bordeaux. Ouverture atlantique. Et donc la Méditerranée va décliner pendant tout le long du XVIIIe siècle et elle va intéresser les Anglais qui ont hiverné, le premier hivernage que l'on ait de la Royal Navy, mais Christian est mieux placé que moi pour vous parler de la marine anglaise, eh bien, c'est 1694 où vous avez cet hivernage des Anglais en Méditerranée. 1704, ils prennent Gibraltar. 1707, ils prennent Minorque. Et donc, la troisième étape, c'est de prendre la Corse. Et tout le XVIIIe siècle est marqué par ce conflit franco-britannique, comme tout le XVIe avait été marqué par ce conflit franco-hispanique. Et alors là, vous avez le fils de Louis XIV en personne, décoré de l'ordre du Saint-Esprit, c'est-à-dire le grand cordon bleu, plus l'ordre en bas rouge de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis que Louis XIV, son père, venait de créer 10 ans auparavant, en 1694, dont la couleur a été reprise par la Légion d'honneur par Napoléon. Et vous avez là le comte de Toulouse, qui est le fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui est amiral de France. Alors, en France, on est parfois un peu cocorico, alors que ça ne se justifie pas. Effectivement, en 1704, avec un dénommé Villette-Murcé, qui était officier général, j'ai publié les mémoires, une édition critique des mémoires de Villette-Murcé, qui était le cousin germain de Madame de Maintenon. Il a chassé la flotte anglaise de l'amiral Rooke à la bataille de Vélez-Malaga le 24 août 1704. Et comme le dira le comte de Maurepas, ministre de la Marine plus tard de Louis XV, il a donc gardé l'eau. Mais les Anglais, ils ont gardé le rocher. Et les Anglais, ils y sont toujours. Et donc, on transforme cette bataille de Vélez-Malaga en victoire française, mais Maurepas dira de lui-même une bataille navale. Excusez-moi, messieurs les commissaires généraux, messieurs les amiraux qui sont présents dans la salle, c'est la phrase de Maurepas, je n'en prends pas la responsabilité. Il dit, lorsque la bataille est finie, l'eau n'en reste pas moins salée. Alors, c'est vraiment pas très gentil
vis-à-vis du corps de la marine, parce que Maurepas, évidemment, n'était pas marin par lui-même et n'était pas l'esprit lumineux de Richelieu qui, lui, avait dit très intelligemment, ce que n'est pas le cas de Maurepas qui préférait les jeux de mots à la vision géostratégique qui peut exister sur la planète. Richelieu avait dit « Qui veut dominer la terre doit dominer la mer », ce qui est une réalité, et on l'a vu notamment avec la bataille de l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Toulouse a effectivement gardé l'eau, et Toulon a été attaqué par les Anglais. Vous avez ici des projections, vous voyez des navires de guerre avec des espèces de courbes. C'est la première fois que l'on peut bombarder la terre, le port de Toulon, à partir de la mer. Et donc les Anglais veulent prendre Toulon, et c'est donc le premier sabordage de la flotte française à Toulon en 1707. Et Toulon, donc, se trouve paralysé pour aller prendre la Corse, qui était restée française peu de temps sous Henri II, mais qu'il était quand même resté 6 ans. Sous Henri II, lorsque les Français sont arrivés in Bastia, les Bastiais avaient crié « Viva Francia, vive la France !» Le Cap Corse s'était donné à la France. Ajaccio, sans coup férir, avait dit « on se donne à la France ». À Corté, ils ont dit aux troupes d'Henri II « c'est même pas la peine de vous fatiguer à monter la montagne et à arriver jusque chez nous, on accepte d'être français ». Et donc de 1553 à 1559, la Corse était devenue française. Et Louis XIV aurait bien recommencé le projet, mais Toulon étant bombardé, Gibraltar étant verrouillé par les Anglais, le règne de Louis XIV, qui s'achève 8 ans plus tard, en 1715, eh bien, finit d'un point de vue maritime beaucoup moins bien que du temps de Richelieu ou du temps de la guerre de Hollande, lorsque les Français avaient battu en Méditerranée, à Palerme, l'amiral de Ruyter. Et donc, avec le règne suivant, avec Louis XV, on envoie des vaisseaux comme celui-ci. Donc vous voyez un vaisseau avec son mât de beaupré qui est incliné à l'avant, avec son grand mât, avec ses canaux qui passent dans des sabords. Alors on vous dit toujours que le sabord a été créé en 1502, mais j'ai trouvé des reproductions de sabords sur des carrelages portugais dès la fin du XVe siècle. Dès 1495, on voit bien qu'il y a déjà des sabords pour passer les bouches à feu. Et on envoie en Corse ce style de bâtiment avec des vivres, avec des munitions et avec des officiers, M. de Cursey, dès 1749, avant lui le comte de Boissieu, dès 1738, et puis beaucoup d'autres officiers qui partent avec, comme vous le voyez ici, tous de Toulon, ils sont tous partis de Toulon, que ce soit M. de Cursey, que ce soit plus tard le comte de Marbeuf, etc., ils partent en Corse où ils commencent à s'implanter parce que Gênes est ruinée. La banque de Saint-Georges a fait faillite en 1746. Et par conséquent, Gênes n'a plus les moyens d'avoir une Corse génoise. Et la première puissance du monde, ce que l'on oublie assez souvent aujourd'hui, c'est la France de Louis XV. 23-25 millions d'habitants. C'est la première puissance économique, c'est la première puissance démographique, c'est la première armée. Malheureusement, Louis XV a beaucoup négligé sa marine avec un ministre de la Marine qui est justement le comte de Maurepas. Et donc, Louis XV dit à Gênes, « Je vais vous aider à maintenir l'ordre génois dans l'île ». Et cette histoire va durer 30 ans, de 1738, M. de Boissieu, 1741, le futur maréchal de Maillebois, puis ensuite d'autres officiers, M. Deveau, etc., le comte de Marbeuf, jusqu'en 1768. Et vous avez donc Toulon qui envoie des vivres, qui envoie des munitions, vous voyez toujours ce port de Toulon, à Bastia ou plus rarement à Ajaccio. Alors je suis peut-être allé trop vite parce que je n'arrive pas à montrer les autres vues. C'est pas grave. Donc, ah oui. Et vous avez donc ce port de Toulon qui fascine les Anglais. Et les Anglais disent ils vont prendre la Corse. Or, la Corse, elle barre
le commerce britannique en direction de l'Égypte, le grenier à blé de l'Europe à ce moment-là. Donc il faut absolument empêcher la France de s'emparer de la Corse. Et donc la guerre de succession d'Autriche de 1744 à 48, on n'a pas la fin pour des raisons inconnues, donc de 1744 à 48, les Anglais s'emparent de Bastia. Et c'est la première fois que l'on voit d'ailleurs la tête de mort sur les remparts de la ville de Bastia. C'est en 1744 à 1745, au moment du siège britannique. Et ça reste l'idée fixe. Gibraltar 1704, Minorque 1707, Bastia 1745, au XXe siècle, ça sera le canal de Suez. Donc vouloir une Méditerranée essentiellement anglaise. Et donc 1745, ils sont à Bastia, mais beaucoup de Corses, et surtout à Bastia, beaucoup de Génois, beaucoup de commerçants ont même donné leurs bijoux, leurs étains, etc., à Gênes pour que Gênes vienne les secourir. Et la paix de 1748, la Corse reste génoise. Mais la République de Saint-Georges a fait faillite, la Banque de Saint-Georges, en 1946. La deuxième guerre qui suit, qui est la guerre de 7 ans, de 56 à 68, à 63, jusqu'au traité de Paris, va aboutir au traité de 1768. Le traité de 1768, c'est le traité du 15 mai 68, par lequel la Corse, alors il faut peser ces mots à partir de ce moment-là, parce qu'on vous dit la Corse est conquise par la France en 68. On vous dit la Corse est prise par la France. Et j'ai publié, notamment dans ce livre, le traité de 1768. Je l'avais déjà publié d'ailleurs dans mon histoire de Corse. Le traité de 1768, il est intitulé « Traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes ». Donc ce n'est pas du tout un abandon. On lit parfois, y compris dans le Petit Larousse, il y a 30 ou 40 ans, la Corse a été vendue par la République de Gênes à Louis XV en 1768. Et quand j'avais 20 ans, mon grand-père me disait « Nous n'avons jamais été des vendus. Les Corses ne sont pas des vendus. Dunkerque a été vendu par Charles II Stuart en 1661 à Louis XIV. » C'est vrai. Mais on a le traité de vente, on a le prix. On sait que les Anglais ont encaissé pendant des jours et des jours des pièces d'or et toutes les 10 pièces, ils les faisaient couper pour s'assurer qu'il n'y avait bien que de l'or à l'intérieur des pièces. Bon. Mais la Corse n'a jamais été vendue, n'a jamais été prise. Et le traité, c'est un traité de conservation. C'est-à-dire que depuis M. de Boissieu en 1738 jusqu'au comte de Marbeuf en 1768, les vaisseaux que vous avez vus avec plusieurs étages de munitions, de soldats, les troupes, etc., ça a coûté de l'argent. Or, Louis XV, en 1763, au traité de Paris, ça n'est pas cette grande puissance jacobine, impérialiste que l'on décrit à qui mieux mieux. En 1763, la France n'a plus de marine. La flotte de Brest a été détruite aux Cardinaux en novembre 1759. La flotte de Toulon a été détruite à peine avoir franchi Gibraltar en août 1759 par l'escadre de l'amiral anglais Boscawen. Et la France, en 1763, est dans une situation critique. Pas de bons amiraux, pas de bons généraux. Vous avez le cardinal de Bernis, qui est ministre des Affaires étrangères, qui le dit à Louis XV. Nous n'avons plus d'élite au sens où on en avait du temps de Richelieu. Et la France de 1763 entraîne la contestation sociale qui aboutit à la Révolution. Parce que sous Louis XIV, un officier qui arrivait à la campagne et qui avait participé aux guerres glorieuses qui avaient donné l'Alsace, qui avaient donné le Roussillon, qui avaient permis de prendre l'île, il était noble. Il payait l'impôt du sang. Le grand-père du bailli du tribun du peuple, de M. de Mirabeau, le marquis de Mirabeau, les paysans enlevaient le chapeau lorsqu'ils le voyaient autour de son château de Pertuis, parce qu'il avait perdu ses 3 fils à la guerre. Et le noble était dispensé d'impôts parce qu'il avait agrandi le territoire.
Mais en 1763, le noble officier qui a perdu le Canada en 1759, Québec, en 1760, Montréal, qui a perdu la Guadeloupe en 1759, qui a perdu la Martinique en 1762, on les récupérera en ce qui concerne les Antilles, qui a perdu Belle-Île au large de la Bretagne, eh bien le noble n'est plus respecté. Et donc, à partir de 1763, vous avez une contestation sociale, d'où les premières biographies d'officiers généraux de la marine, que des roturiers. Biographie de Jean Bart, fils de pêcheur, biographie de Duguay-Trouin, fils d'une petite armatrice de Saint-Malo, biographie d'Abraham Duquesne, petit-fils de cordonnier. On ne valorise plus que les roturiers, qui sont légions au cœur de la Compagnie des Indes en particulier. Et donc, Gênes, en 1768, conserve l'île, mais n'a pas les moyens de la conserver. Et donc Louis XV la prend quelque part en location en 1768 en disant « Quand vous me rendrez tout ce que ça m'a coûté depuis 30 ans, parce que moi je n'ai plus les moyens de continuer à payer, eh bien on vous rendra la Corse. » Et là-dessus, on arrive donc avec la guerre d'indépendance américaine où beaucoup de Corses se sont engagés. Les Cap-Corsins, ils étaient présents à la Chesapeake, ils étaient sur les vaisseaux de l'amiral de Grasse, ils étaient avec d'Estaing, ils étaient avec Rochambeau. Rochambeau disait même « les Corses sont épatants pour se rendre à la Grenade, pour se rendre aux Antilles, parce qu'ils ne souffrent pas du climat chaud. Ils sont habitués à ce style de climat. » Et donc on trouve des tas et des tas de Corses, j'en ai cité souvent plusieurs, pendant la guerre d'indépendance américaine. Et donc Paoli, lui, à ce moment-là, est en exil. C'est le chef de la nation corse de 1755 à 1768. Il a été battu à la bataille de Ponténove par les troupes de Louis XV, mais alors là aussi, faites très attention, j'ai fait beaucoup d'articles il n'y a pas très longtemps dans Marianne, etc., là-dessus. Si vous dites « les Corses ont été vaincus à Ponténove par les troupes françaises le 8-9 mai 1769, vous dites ça dans une classe de 3e ou de seconde où tous les garçons ont les hormones qui commencent à monter, vous créez des révoltés. Les Corses ont été battus. Non. Si vous dites la vérité historique, moi j'ai toujours fait ça tout au long de ma carrière, je ne vais pas changer à mon âge, il faut toujours faire de l'histoire une histoire quantitative. Si vous dites 2000 Corses, 2000 paolistes, ont été vaincus à Ponténove le 8 et 9 mai 1769, vous vous dites combien il y a de Corses dans l'île. Il y en a 120 400. C'est le recensement du duc de Choiseul. 120 000, 60 000 adultes, 60 000 enfants. 60 000 adultes, ça fait 30 000 hommes. Sur 30 000 hommes corses, vous avez donc 2 000 paolistes vaincus à Ponténove. C'est-à-dire que vous avez à peu près 7% des hommes valides qui sont allés se battre pour garder une Corse indépendante, si on veut, mais d'une indépendance qui n'a été jamais reconnue par qui que ce soit, y compris par la papauté. Paoli a essayé de faire venir un visiteur apostolique en disant le visiteur apostolique va donner une caution du pape, mais le visiteur apostolique, il est simplement venu pour voir si la religion catholique était bien enseignée aux jeunes Corses. Et donc nous arrivons en 1789, et la Corse devient donc française par un vote de l'Assemblée nationale constituante qui a été pris le 30 novembre 1789 à la demande des députés de l'île de Corse qui étaient à Paris. Ils n'avaient pas été convoqués ni pour l'Assemblée des notables de Necker, ni pour l'Assemblée des notables de Calonne, mais ils ont été convoqués pour les États généraux. Ils sont arrivés évidemment très en retard, parce que venir de Bastia à Versailles en 1789, ça prenait un temps certain. Et donc, quand ils sont arrivés, il n'y avait déjà plus d'États généraux, il n'y avait plus qu'une Assemblée nationale constituante. Et un décret a été pris rendant, alors le décret vous dit, la Corse, les députés corses disent on veut être rattachés à la monarchie française. Les autres députés
On est en novembre. On a coupé la tête le 14 juillet au marquis de Launay. On a pendu M. Foulon de Douai sur la place de l'Hôtel de Ville avec la bouche remplie de foin parce qu'il avait dit que le peuple était bête à manger du foin la veille du 14 juillet. On a tué le prévôt des marchands de Paris, M. Berthier de Sauvigny. Il y a eu 3 victimes le 14 juillet 89. C'est la raison pour laquelle, et là aussi je le dis aux étudiants, on ne célèbre pas en France tous les ans, le 14 juillet que nous célébrons, n'est pas, contrairement à ce que le croient beaucoup de jeunes dans les collèges et lycées, le 14 juillet 89. La République ne peut pas célébrer un jour où le sang a coulé. Nous célébrons le 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération nationale, qui est le jour où Pascal Paoli lui-même a débarqué en Corse le 14 juillet 1790 dans un petit port qui est le port de mon village, qui est Maginage. Mon grand-père avait fait mettre une plaque à l'endroit où il a débarqué. Et donc la Corse devient française le 30 novembre 89 par ce décret. La monarchie est une monarchie qui devient constitutionnelle, donc il faut que le décret soit ratifié par Louis XVI. Louis XVI le ratifie. Et la République arrive là-dessus le 20 septembre 1792. Donc, je finirai là-dessus et je dirai simplement que si j'ai écrit ce petit livre qui n'est pas favorable du tout ni à l'autonomie ni à l'indépendance, c'est parce que vous avez vu que nous avons été, en tant que Corse, un enjeu depuis toujours. Rome, Carthage, Pise, Gênes, François Ier, Charles Quint, Louis XV, Georges III. La Corse est un enjeu. Elle continue à être un enjeu. J'ai fait 15 conférences en 18 jours cet été en Corse. J'ai jamais vu autant de ravissantes créatures, d'ailleurs, ce n'était pas désagréable, mais qui arrivaient d'Azerbaïdjan. C'était un petit peu étonnant. La Corse a toujours intéressé la Russie. Il faut quand même lire toutes ces lettres de Catherine II envoyées, elle meurt en 1796, envoyées à Pascal Paoli. Mon cher général de la nation corse, il faut battre ces coquins de Français. Il faut lire les lettres de Paul Ier, le fils de Catherine II, qui était pas catholique, mais chevalier de l'ordre de Malte, qui était marié avec enfant, alors qu'il faut être célibataire pour être chevalier de Malte, qui a trouvé le moyen d'être grand maître de l'ordre de Malte, propriétaire donc de l'île de Malte, qui est à l'origine de la révolte de la Crocette en Corse, qui était financée par Paul Ier de Russie. Donc il faut bien voir que la Corse représente toujours aujourd'hui un enjeu et que vouloir l'abandonner comme, je serais tenté de dire, un territoire d'outre-mer, alors ce n'est pas gentil ce que je dis pour les territoires d'outre-mer, surtout quand on voit la tragédie récente de Mayotte, mais on a le statut de province, qui est le plus beau statut que la France nous ait donné en 1789, à égalité et à parité avec toutes les autres provinces françaises. On a le statut de département. Et donc j'estime qu'un statut d'autonome, de territoire autonome, etc., rabaisse. Ne prenez pas mal ce que je dis, le statut colonial en 1915, bon, les coloniaux n'ont pas été mobilisés tout de suite en 14, ils ont été mobilisés à partir de 15 comme ancienne colonie, et en 14, la Corse avait déjà donné une grande partie des 13 000 Corses, jeunes Corses, qui sont morts pour la France très tôt, dès le début de la guerre. Donc il ne faut pas oublier tout ce passé, d'où ce dernier livre, qui est un petit peu un pamphlet d'humeur, mais qui insiste beaucoup sur le fait que la Corse est aussi utile à la France que la France est utile à la Corse. Merci. Merci mon cher Michel pour cette conférence passionnante qui montre l'importance des îles, l'importance de la mer, toute la stratégie anglaise en toile de fond, qui montre aussi bien les prétentions de l'Azerbaïdjan qui aime beaucoup les îles en ce moment, la Corse, mais la Nouvelle-Calédonie, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire et à partager. Alors nous avons
un bon quart d'heure pour poser un certain nombre de questions. Donc voilà, il y a 2 micros comme toujours, côté bâbord, côté tribord. Merci d'avoir la gentillesse de vous présenter. On va essayer des questions courtes et des réponses aussi courtes pour qu'on puisse balayer le maximum de choses. Allez-y. Bonsoir monsieur, je vous remercie pour votre intervention qui est passionnante. Vous avez fait référence aux correspondances qu'entretenait Catherine II avec Pascal Paoli. Et je voulais savoir si, dans un objectif de contrôler les mers chaudes, qui était le cas à l'époque de la Russie qui annexe le Kouyat de Crimée en 1783, est-ce que Catherine II la Grande avait comme objectif d'installer des bases navales sur le littoral corse? Tout à fait. Merci, jeune homme, pour cette excellente question. La Russie, alors on nous dit aujourd'hui que Vladimir Poutine, n'aime pas l'Occident, c'est sûrement vrai, qu'il ne veut pas les pays libres, etc., la liberté qui peut exister chez nous. Mais quand on est historien pendant 50 ans, on a forcément une vision d'un pays qui est une vision d'historien. Et on a beau parler de réchauffement climatique, la Russie, au nord, elle est toujours cernée par les glaces. Et il est évident que l'océan glacial arctique, c'est un handicap majeur pour la puissance russe. Donc, si vous regardez Ivan IV le Terrible, en 1554, il n'est pas stupide, il regarde ce qui se passe ailleurs et il se dit, Henri VIII vient de créer Portsmouth et Plymouth en 1509, au début de son règne, et il créera la Royal Navy en 1547, l'année de sa mort, la même année que la mort de François Ier. Donc, lui, en 1554, il crée Arkhangelsk, parce que François Ier a créé Le Havre 1517. Plymouth, Portsmouth, 1509. Et donc, Arkhangelsk, 1554. Il essaye d'aller le plus possible vers des mers qui sont moins gelées, pas 8 mois de l'année, etc., pour pouvoir sortir. Mais il est encore dans un espace qui est trop gelé. Donc, quelques siècles plus tard, 200 ans plus tard, Pierre le Grand, qui a été la grande image favorite de Catherine II, qui n'en descendait pas du tout, c'est son mari, Pierre III, qui descendait de Pierre le Grand. Pierre le Grand, il est allé encore plus vers l'ouest et il a créé Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg permet d'un peu mieux sortir d'Arkhangelsk. Et donc Catherine II, elle a fait ce magnifique voyage, on disait que c'était une nouvelle Cléopâtre lorsqu'elle est allée vers la Crimée, etc. Déjà, quand vous dites le mot Crimée, vous pensez forcément à Vladimir Poutine. Et donc, ce que vous dites est tout à fait juste et intelligent. Une flotte en bois avec des milliers de marins qui partent de Saint-Pétersbourg pour aller combattre l'ennemi héréditaire, qui est le sultan. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il faut faire, la mer du Nord, la Manche, longer la France, Brest, longer le Portugal, passer par Gibraltar, vous arrivez en Méditerranée avec des équipages épuisés, puisque le scorbut, il paraît, il y a peut-être des médecins dans la salle, apparaît entre le 68e et le 75e jour de navigation sans vitamine C. Alors la vitamine C, l'amiral hollandais Ruyter avait compris ça. Il ne dit pas « j'ai compris qu'on peut soigner le scorbut comme ça ». Mais moi j'ai toujours été surpris à Amsterdam et Rotterdam de voir que Ruyter embarquait des quantités de citron incroyables pendant la guerre de Hollande en 1672. Donc c'est qu'il avait compris que ça marchait. Et donc la France, par contre, a été tout à fait en retard, puisqu'on a eu encore 850 morts en 1854-55 au moment de la guerre de Crimée, et qui sont morts du scorbut. Bon. Et donc, quel est le pays où il y a des oranges? Aujourd'hui, il y a des clémentines à feuilles, mais quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Il y avait des clémentines, il y avait des mandarines, il y avait des oranges, il y avait des citrons. Quand vous lisez toute la littérature du 19e siècle, on vous dit que Napoléon passait sa jeunesse sous les citronniers, du côté des sanguinaires, etc. Pourquoi Nelson est-il tombé amoureux de Lady Hamilton? Parce que son mari
était gouverneur de Naples. Et donc Naples, c'est les citrons, la Corse, c'est les citrons. Et par conséquent, pour la Russie, Catherine II, elle sait très bien que pour enrayer le scorbut, si elle pouvait faire faire escale à ses navires à Ajaccio plus qu'à Bastia, d'ailleurs en arrivant, eh bien ce serait formidable. Et donc ces lettres, je les ai publiées dans un petit bouquin qui s'appelle « La Corse et la Russie », donc grâce à une amie russe qui a pu me les traduire, puisque moi je ne parle pas un mot de russe. Donc c'est très intéressant de voir la hargne de Catherine II, Paul Ier peut-être plus discrètement, mais la hargne vis-à-vis de la France. Et tout à fait, c'est l'attrait des mers chaudes. Et on comprend que dans une vision géostratégique, la Russie veut aller vers la Méditerranée. C'est logique. Merci de votre question. Autre question. Écoute. Attends, un micro arrive. Voilà. Merci beaucoup Michel pour cette présentation de cette question éminemment intéressante et présentation brillante comme toujours. Sur le dernier point que vous avez évoqué, quelle est la réception chez les Corses de cette idée de ce final magnifique qui nous fait plaisir à nous, Français du continent? La Corse est utile à la France et la France est utile à la Corse. Quelle est la réception en Corse de ces idées aujourd'hui? Parce que vous parliez effectivement de velléité autonomiste, voire indépendantiste chez certains Corses. Grosso modo, quel est le pouls de la Corse actuellement sur cette question-là? La plupart des Corses, alors peut-être parce qu'ils viennent assister à mes conférences, ne critiquent pas du tout cette position. Dans ce livre, je défends l'idée que la Corse n'a pas besoin de moins de France, mais de plus de France, au contraire. Parce que c'est assez curieux de voir ces jours-ci, dans la presse, on voit un article qui vous dit on s'acheminerait vers l'autonomie, et puis vous avez un autre article qui vous dit il faut combattre la criminalité. Et en particulier, vous avez les procureurs. Bon, je donne des cours tous les ans ici à Paris à l'École nationale de la magistrature, à des magistrats qui sortent de charge en Corse, qu'ils soient greffiers, qu'ils soient avocats généraux, etc., ou procureurs généraux. Et il y a besoin de plus de justice. Ce qui choque les Corses, c'est de sentir qu'il y a une dérive. Le trafic de drogue qui pollue notre jeunesse d'une façon incroyable. Des avortements qui sont en hausse d'une façon considérable par rapport au reste du pays. Donc ça, ce sont des problèmes de fond. Et dans un bar que je connais bien, qui est celui de l'université de Corté, qui se trouve en face de l'université, l'Oriente, les gens plaisantent sur l'autonomie. Ils disent « Oh, tu vas voir, tout va s'arranger avec l'autonomie », mais sur le ton de la plaisanterie. Et donc, moi, j'ai entendu, à la fin de mes conférences, ou pour toutes mes signatures, un peu avant Noël, etc., les gens ne veulent pas être lâchés par Paris, au contraire, parce que c'est un vieux principe qui remonte au XVIe siècle. Sampiero Corso, dans les années 1550, écrivait dans un français que Brantôme saluait pour sa qualité. Il disait, il écrit des lettres en français absolument extraordinaires. Eh bien, Sampiero Corso, colonel de François Ier, disait ensuite à son fils Henri II, il faut que tous les magistrats en Corse, vous les envoyez du continent, parce que les réseaux sociaux sont tellement imbriqués, les liens familiaux sont tellement imbriqués qu'on a besoin de gens extérieurs pour venir administrer cette population. Et c'est resté vrai. Et les Corses ont beaucoup donné de l'autre côté. Alors le sentiment, il faut faire très attention à ce que l'on dit là aussi, il y a eu un sentiment d'oubli, peut-être, dont Paris a été effectivement responsable. Quand j'étais enfant, trouver un médecin dans le Cap Corse, c'était impossible. Mais dans beaucoup de nos campagnes, c'est pareil. Il n'y avait pas d'eau courante dans le Cap Corse en 1970. Mes parents ont fait mettre l'eau dans la maison de campagne. Mais c'était pareil en Aveyron. Donc on ne peut pas cibler sur un misérabilisme corse. Le pays a avancé de la même façon. Et aujourd'hui, il continue d'ailleurs à avancer de la même façon. Aujourd'hui, on défend le patrimoine en Corse
comme on défend le patrimoine en Bretagne ou en Auvergne. Mais la réception, elle est plutôt bonne, sauf évidemment des étudiants qui sont, je dirais, plutôt victimes. Parce que ici, il y a beaucoup de jeunes, heureusement, et j'ai horreur du terme de sachant. Parce que quand on dit les sachants, ça veut dire que les autres sont des ignorants. Et ça n'est pas admissible. C'est un terme qui est absolument épouvantable. Mais quand on est jeune, on est modulable, on est influençable. Alors si on vous dit Paoli, dont on célèbre le tricentenaire de la naissance cette année, 1725-2025, a créé une Corse indépendante où tout le monde était beau, où tout le monde était gentil, c'est faux. Et je viens d'envoyer un texte à l'université de Corté qui me l'a demandé. J'ai de très bons rapports avec l'université de Corté. On m'a demandé un texte sur Paoli et la langue corse. Et j'ai envoyé une lettre de Pascal Paoli de 1802 qu'il adresse aux petits-enfants de sa sœur qui sont élevés à Pise. Et il écrit à ses petits-enfants, « Vous devez maintenant venir en France, puisque la Corse est unie à la France. Vous devez faire vos études en langue française et venir étudier à Paris si vous voulez savoir un jour qui était votre arrière-grand-père, c'est-à-dire Hyacinthe Paoli, le père de Pascal, et votre grand-oncle, c'est-à-dire lui. » Et donc, le problème de la langue corse, que l'on aide les langues périphériques, etc., je suis entièrement d'accord. La langue n'est pas un patrimoine, comme on le dit, mais c'est un véhicule. Une langue, ça permet d'échanger. Qu'on les aide, c'est normal, mais je reste très attaché au principe de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 pour la raison suivante. Si tu me donnes encore une minute, je donne cette raison. Pourquoi l'ordonnance de Villers-Cotterêts est prise en 1539 ? Un historien doit toujours se poser la question du pourquoi, quand, comment. Pourquoi ? La Provence est française à partir de 1482 parce que le roi de France, Louis XI, en hérite. Il hérite donc de Toulon et de Marseille. Les matelots y parlent le provençal. Et puis en 1532, le futur Henri II, fils de François Ier, hérite de sa grand-mère, Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, de la Bretagne, donc de Brest, qui est un trou, 2000 habitants, Saint-Malo. Et donc les marins de Toulon, ils vont à Brest et ils ne peuvent pas dire un mot pour se nourrir. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais les linguistes disent que oui. Baragouiner, c'est un mot qui vient de bar, le pain, et gouine, le vin. Et donc le provençal qui part de Toulon et qui arrive à Brest, il demande du pain et du vin, donc baragouiner. Et donc l'ordonnance de Villers-Cotterêts est prise en 1539, 7 ans après la Bretagne, l'admission de la Bretagne dans le royaume, pour qu'on puisse communiquer. Et donc, depuis 1539, nous avons 3 articles qui, à mon avis, n'ont jamais été abolis. La langue française dans l'enseignement, dans l'administration et dans la justice est la langue de tout le monde. Qu'il y ait ensuite des langues régionales, jamais l'État n'a interdit de les parler. C'est aussi ce que je dis dans ce livre. Si vous voulez parler corse à la terrasse d'un café à Bastia ou à Ajaccio, c'est votre droit absolu. Si vous voulez parler provençal, etc. Alors dernièrement, un nationaliste me disait, je suis allé à Aix-en-Provence, il n'y a plus personne qui parle le provençal, c'est épouvantable. Et j'arrivais de Rome. Et je lui ai dit, moi j'arrive de Rome, il n'y a plus personne qui parle latin. Merci. Je rappelle que tu as fait une biographie sur Pascal Paoli. On avait fait l'émission, on te rappelle, sur Europe 1 il y a bien longtemps. Une ultime question. Oui. Le micro, ça sera la dernière question. Après, je dirai un petit mot pour le prochain mardi de la mer. Et puis, il y aura une très courte conclusion donc de Régis Meunier. Michel, merci. Tu nous as régalé avec cette saga de Soliman le Magnifique. Tu y reviens très souvent. C'est une pierre angulaire. Est-ce que tu connais un peu l'historiographie turque et le regard que les Turcs ont pour cette aventure ? Ils ont peut-être plus en retard pour les joyaux de l'église de Bonifacio, puisque ce trésor se trouve à Topkapı, puisque les Turcs ont aidé Sampiero à s'emparer de Bastia
très facilement d'Ajaccio, Sancouférir et de Corté, mais aussi de Bonifacio. Et Bonifacio, c'est une ville génoise. Et donc, il y a une petite garnison avec 60 Génois, et la flotte turque arrive. En 1420, c'était le roi d'Espagne qui était arrivé. Il y a eu les 2 sièges de Bonifacio, et ils ont voulu s'emparer de Bonifacio. Le combat a été très dur. Et donc, Sampiero a fini par ruse à entrer dans la ville, mais a obtenu des Turcs qu'ils ne violent pas les femmes, qu'ils ne saccagent pas la ville, à condition de leur remettre le trésor des églises. Et donc, le trésor des églises de Bonifacio, depuis 1553, se trouve à Istanbul. Voilà. Merci Michel. Donc Régis, je vais te remercier tout de suite. Je vous rappelle simplement notre prochain mardi de la mer, c'est dans 15 jours tout juste. Didier Gasqueuel, qui est professeur à l'Institut d'agronomie, qui va nous parler du sujet suivant, point d'interrogation. Une pêche vraiment durable est-elle possible? Une pêche vraiment durable est-elle possible? Le mot de la fin, donc, à Régis Menu pour te remercier. On t'applaudira chaleureusement. Je rappelle qu'après, tu peux faire éventuellement une dédicace de tes 2 derniers livres. Merci, monsieur le professeur. Vous nous avez enthousiasmés. Vous nous avez mené des Phéniciens aux Anglais à 1789. Un magnifique panorama tout en parlant de la Corse. C'est extraordinaire. Et vous nous avez dit 2 choses. Ce n'est pas parce qu'on a une identité qu'on doit être indépendant. Je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de territoires de la République. Et vous nous avez également dit la Corse est aussi utile à la France que la France est utile à la Corse. Pour votre conférence, merci. Merci. C'est vous qu'on applaudit, hein, c'est pas moi. On repartage. Non, surtout pas. Ah, je vais me mettre à côté.